Alors, on va poursuivre la conférence avec la troisième table ronde. Donc, la thématique de cette table ronde, c'est les fintechs et leur impact dans l'économie sociale. Donc, la raison de cette table ronde, en fait, on s'est beaucoup interrogé quand on a construit cette conférence sur comment les fintechs peuvent viser et atteindre des communautés ou des personnes qui sont généralement exclues des services financiers et des services bancaires. Et donc, on a convié, et ils nous ont généreusement répondu présent, Julien Delamorte et Amel Benkeroum, pour participer à cette table ronde. Donc, Julien Delamorte, vous êtes CEO de Handsome. Ah, d'accord. Donc, Julien Delamorte, vous êtes CEO de Handsome, et Amel Benkeroum, vous êtes CEO de MyTontine. Donc, merci pour votre présence. Merci. Alors, donc, on avait comme question à vous poser. Alors, je vais commencer par Amel Benkeroum, honneur aux femmes. Comment les fintechs répondent-elles aux besoins d'éthique et de recours à des produits financiers à impact social positif exprimés par de nombreux utilisateurs de services bancaires et financiers? Oui, déjà, c'est une question très pertinente qui est hyper large par ailleurs. Donc, je vais d'abord me présenter le projet MyTontine et ça viendra un peu répondre en partie à cette question-là. Alors, je ne peux pas faire plus fort, j'ai une petite voix. Ça va ou ça va être compliqué? Oui, moi, je vais essayer de faire un peu plus fort. Donc, j'ai fondé MyTontine il y a 1 an. MyTontine, c'est une application qui permet de gérer ses tontines rotatives directement sur son téléphone. Pour la petite histoire, la tontine, c'est un mode d'épargne et de financement collaboratif qui est pratiqué depuis des générations en Asie et en Afrique, où en fait un groupe de personnes se réunit, cotise un certain montant mensuellement, par exemple, et chaque participant empoche le montant du pot commun, chacun son tour. Alors, ça a différents noms selon les pays et les régions. Mais le principe central de la tontine, c'est l'entraide et le fait de s'entraider financièrement, mais que ce soit du donnant-donnant. Et c'est ce que je trouve intéressant et c'est ce que je trouve d'éthique en fait dans la tontine, c'est qu'on n'est pas dans l'assistanat, même si c'est très bien d'aider, d'envoyer de l'argent, etc. Mais ce qui est hyper intéressant dans l'organisation des tontines, notamment des tontines africaines. Et on voit d'ailleurs que la plupart des personnes en Afrique de l'Ouest, notamment, qui font des tontines rotatives sont les femmes pour des projets d'entrepreneuriat la plupart du temps, mais aussi pour financer des projets personnels à court terme, comme un mariage, une naissance, un emménagement, etc. Aujourd'hui, ce système de tontine est arrivé en France avec l'immigration et malheureusement, c'est resté la plupart du temps auprès des anciennes générations, des mamans. Et c'est très peu démocratisé auprès de la 2e, 3e génération. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à faire des tontines avec ma mère et ses amis parce que j'avais du mal à mettre de côté. Et la tontine, en fait, fonctionne d'une manière qui encourage à mettre de côté et à s'imposer une rigueur financière. Et finalement, on se rend compte que c'est un problème qui est très présent aujourd'hui dans pas mal de cas. C'est qu'aujourd'hui, 85% des Français estiment ne pas avoir reçu d'éducation financière. Aussi, il y a à peine 40% des Français qui s'estiment en capacité suffisante d'épargner après avoir payé leurs dépenses indispensables à la fin du mois. Et donc, à partir de là, en fait, je me suis dit qu'il y a un vrai problème auprès de cette communauté-là que je connais parce que j'en fais partie de la diaspora africaine, mais je pense plus globalement en France, de mettre de côté et dès qu'on commence à mettre de côté, de pouvoir se projeter financièrement et être à l'écoute de produits d'investissement, de services financiers qui puissent ensuite avoir un impact social positif. Et c'est pour ça que la question était intéressante parce que avant de chercher finalement à investir de façon responsable et de s'orienter vers des produits financiers. On en a beaucoup aujourd'hui, pas mal de labels, Greenfin, le label ISR, etc.
il faut, je pense, passer par la case pédagogie, éducation financière et promouvoir une meilleure façon de gérer son budget. Parce qu'aujourd'hui, globalement, il n'y a que 20% des Français qui connaissent tout ce qui est financement participatif, crowdfunding et investissement socialement responsable. Donc, c'est très peu. Il y a encore pas mal de travail à faire. Et je pense que les fintechs aujourd'hui, si elles veulent atteindre plus de public, il y a une obligation, je pense, de faire de la pédagogie, de promouvoir des nouvelles façons de gérer son argent. Et c'est pour ça que, selon moi, la tontine est une manière, parmi tant d'autres, je pense, mais une manière hyper intelligente d'aller dans ce sens-là, parce que finalement, les personnes réussissent à mettre 100, 200 euros de côté. À partir de 10 personnes, ça fait empocher 1 000 euros, 2 000 euros, etc. C'est intéressant parce que c'est à partir de là que, avec un petit capital à partir de 2 000, 3 000 euros, que les personnes vont se dire, bah là, j'ai une somme importante, où est-ce que je peux les placer? Mais avant ça, c'est difficile de leur proposer des produits financiers à impact, parce qu'elles ont, c'est pas la priorité pour ces personnes-là. Donc, avoir de l'éthique pour les fintechs, je pense que ça va passer aussi par le fait de pas forcément voir le chiffre et la rentabilité dans un premier temps, mais essayer d'aller chercher les personnes en prenant en compte leur réalité et leur ce manque d'éducation. C'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on n'a pas les mêmes discussions d'un point de vue financier comme on peut avoir avec des étudiants aux États-Unis, par exemple. Et c'est marrant parce que pour le coup, par exemple, dans les lycées, etc., quand on parle avec les jeunes de finance, ils vont tout de suite penser au trading. En pensant qu'en achetant des formations en ligne, ils vont, ça va être de vrais financiers. Et en fait, on se rend compte que, y a un vrai problème parce que c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce qu'on leur vend, en fait, c'est vraiment profiter de leur ignorance parce que il y a beaucoup d'arnaques derrière. Et du coup, voilà, je pense que la phase pédagogie est indispensable là-dessus. C'est ce que j'essaye de faire à petite échelle avec MyTontine, en essayant de redorer ce système-là ancestral. Et voilà. Et il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, impact social positif, je pense qu'il faut déjà viser l'impact social au niveau des users qu'on veut atteindre avant de chercher un impact plus global comme l'économie verte, etc. Super, merci beaucoup pour cette intervention. C'était très intéressant. Et je vais juste rebondir rapidement sur votre propos. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a une forme de responsabilité des entreprises qui proposent ces services à aller éduquer ou amener leurs clients vers ces services, vers leurs services? Est-ce qu'on peut vraiment parler de notion de responsabilité ou est-ce que c'est encore juste un positionnement stratégique? C'est un positionnement si on se positionne en tant qu'entreprise éthique et responsable. Si on veut être juste une entreprise et faire de l'argent, on fait une société de transfert de fonds en Afrique, on fera de l'argent. Sauf qu'il y a des milliards qui partent en Afrique. C'est pas ça le souci, mais comment utiliser l'argent et quand on veut être une entreprise éthique et prendre cette responsabilité-là, je pense qu'il y a un intérêt d'essayer d'offrir aux personnes qui envoient de l'argent. Je prends l'exemple de l'Afrique parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais essayer de leur proposer une manière plus intelligente d'envoyer de l'argent, comme par exemple faire des investissements, créer de la valeur, plus que envoyer une bouée de sauvetage et que ce soit uniquement envoyé pour de la consommation. Et pour le coup, on ne crée pas de valeur. Et c'est ce qui est dommage. Donc après, c'est un positionnement. Il y a de tout aujourd'hui, mais on manque, je pense, sur ce créneau-là, en tout cas, d'entreprises vraiment éthiques et responsables. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et donc, alors, Monsieur Delamorte, je vais vous poser la question suivante. Comment les fintechs parviennent-elles à créer de l'inclusion, à simplifier l'accès aux différentes catégories de services bancaires et financiers? Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon?
Oui, super. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Delamorte, donc le CEO de Handsome, fondateur de Handsome. Déjà, pour rappeler un peu le contexte, comme tu l'as fait, donc du coup, je vais expliquer un peu ce que fait Handsome pour après répondre plus largement à la question. Handsome, en fait, est la première fintech qui rend les produits et les services bancaires accessibles aux personnes en situation de handicap. On s'est rendu compte que 9 déficients visuels sur 10, par exemple, étaient victimes de fraude, arnaque ou erreur lors d'un paiement chez son commerçant avec sa carte bancaire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lire en fait ce qui est écrit sur le terminal de paiement électronique, ce que nous on peut lire. Et donc du coup, le commerçant, soit il le faisait surpayer plus cher que la facture réelle, soit en fait il lui faisait croire que le paiement n'était pas passé pour en faire passer un deuxième à un autre montant et ainsi de suite. Et donc face à ce constat majeur et face aux produits et services bancaires premiers qui doit être vendus, c'est l'accès aux moyens de paiement. On a donc décidé de travailler sur ce premier chantier. Alors, on avait deux possibilités. Soit c'était de travailler sur le côté un peu plus TPE, terminal de paiement électronique, avec une oralisation sur le TPE. Et dans ce cas-là, c'était les commerçants qui devaient acquérir en fait ce nouveau TPE et donc qui devaient être acteurs pour les autres. Soit de travailler sur une nouvelle carte de paiement innovante qui va permettre l'oralisation à partir du moment où on insère la carte dans le TPE. Ça va se connecter au smartphone et donc ça va oraliser tout le protocole. Et donc, du coup, on a plein de cas d'usage aujourd'hui qui peuvent se créer à travers cette carte de paiement connectée. Mais surtout, on a choisi cette option-là parce que ça permettait aux personnes en situation de handicap d'être acteurs de leur propre inclusion et de ne pas dépendre en fait des autres ou d'attendre que d'autres choses se fassent. Si on regarde dans le milieu du handicap, par exemple, l'accessibilité moteur, par exemple, où on doit passer des marches et autres, pour vous, ça peut paraître banal de monter une marche ou deux, mais pour un déficient moteur en fauteuil roulant, c'est très compliqué. Et depuis 2005, des lois, normalement, devraient mettre en accessibilité tous ces établissements qui reçoivent du public. On est en 2022. Ce n'est toujours pas le cas encore pour la grande majorité. Et donc, les handicapés en ont marre, en fait, d'attendre finalement que les autres fassent pour eux. Et donc, nous, on a proposé ce canal-là parce que, avec, et je vais essayer de répondre à la question, pour pouvoir arriver à ce point-là, en fait, on a créé une communauté. Donc, on n'est pas communautariste, on a une communauté. Et donc, du coup, pour faire le point de ce qu'a dit Maximilien tout à l'heure, comme quoi c'était compliqué quand on faisait une communauté, on se dit tout de suite communautariste. En fait, pas du tout. Dans le milieu du handicap, en tous les cas, on ne nous considère pas comme communautariste quand on crée une communauté. Et on a créé une communauté sur différents types de handicap auditifs, comme moi je le suis, déficients visuels, déficients moteurs, autisme, déficients, tout trouble de déficience en fait qui puisse exister, puisqu'il y a 144 types de handicap reconnus par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc face à ça, on a créé des communautés. Alors au début, on était 2-3 par typologie de handicap, et puis au fur et à mesure, on a réussi à être plus de 1000 personnes sur toute typologie de handicap confondues. Et à travers cette communauté, on a échangé, discuté, brainstormisé pour savoir quels étaient leurs problèmes, etc. Et au fur et à mesure, on a après développé la solution avec un POC. Et donc, cette communauté déficient visuel a largement plus grossi que les autres communautés au sein de notre startup, pas organisation, sinon on va être mal perçu si on dit organisation, avec communauté à côté, donc de notre startup. Et donc derrière, on a donc la communauté des déficients visuels qui s'est très largement répandue. Et du coup, on est aujourd'hui à une communauté de plus de 6000 personnes qui nous échangent régulièrement sur les problématiques qu'ils reçoivent, les problématiques qu'ils veulent faire, etc. Donc, on a eu ce POC qui était une boîte à chaussures pour être une carte de paiement connectée. Et donc, quand ils ont eu ça, ils l'ont testé, ils l'ont approuvé ou pas. Et au fur et à mesure, après, on a payé les développements pour miniaturiser cette solution. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a la première carte de paiement connectée qui va permettre aux déficients visuels de pouvoir payer. Et c'est comme ça qu'on a travaillé là-dessus. Pour après répondre pourquoi on a pensé à inclusion dès le départ, on s'est inspiré en fait comme toujours, on ne crée jamais vraiment les choses, on s'inspire beaucoup des autres. Et si on regarde dans le monde de la téléphonie, on a Apple et les Android, oui, Android, on va dire. Et on a d'un côté Apple qui nativement avait pensé accessibilité, inclusion, handicap, et qui du coup a 80% des déficients visuels comme clients chez Apple et 20% seulement sont chez Android. Pourquoi? Parce que nativement, Apple était directement accessible pour les personnes en situation de handicap. Android, non. Android a dû payer plusieurs dizaines de millions d'euros en fait pour rendre une surcouche supplémentaire sur leur Android pour les rendre accessibles.
et ils n'ont pas pour autant en fait les handicapés. Donc je pense que clairement, si on pense nativement en fait à faire de l'inclusion pour tous, que ce soit pour les handicapés, que ce soit pour tout type de communautés qui sont exclues, on gagne en fait en coût de développement et on gagne aussi potentiellement en coût en acquisition en fait de nouveaux clients. Donc voilà, et pour rejoindre ce que tu disais aussi tout à l'heure, et pardon, PhotoWall, je vais le casser, et donc pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les fintechs de demain qui vont réussir, ce sont des fintechs qui seront sur des niches, qui vont travailler sur un axe bien précis, sur un cœur de cible bien précis qui sera peut-être très petit. Nous, on a une communauté, enfin, on a une potentiel marché en France de 2,2 millions. Ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres startups de la fintech. 256 millions dans le monde, ce n'est pas énorme non plus par rapport à d'autres fintechs. Ça peut monter jusqu'à un demi-milliard d'ici 2050. Ce n'est pas énorme, mais ça commence à faire quand même un chiffre quand on dit un demi-milliard. Et donc, on n'est pas sur une grosse communauté, c'est sur la déficience visuelle pure. Et donc, on travaille et on fait focus là-dessus pour après élargir sur la déficience moteur, après déficience auditive. Et en France, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap reconnues. Et donc, ça fait après un marché qui s'élargit sur 12 millions. Donc, on va passer de 2 à 12 quand on aura couvert tous les périmètres de handicap. Et c'est un petit peu notre vocation, et je suis convaincu que c'est par des niches bien précises, quand on va répondre à une problématique bien précise, qu'on va y arriver, et qu'on ne peut plus faire des fintechs comme on l'a fait il y a 5-6 ans sur du généralisme, où en fait les banques traditionnelles maintenant très clairement sont largement positionnées sur ce type de services et de prestations. Elles ont largement couvert aussi les côtés, on va dire, UX expérience sur les applications, le côté un petit peu aussi sur les taux d'intérêt, taux de change quand on part en voyage et ainsi de suite. Donc, je suis convaincu. D'ailleurs, il y a une étude de Deloitte qui a été publiée en février sur le sujet, où très clairement, ils expliquaient que c'était les niches qui devaient se focaliser là-dessus pour après s'élargir au fur et à mesure. Super. Ben, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Alors, est-ce que dans le public, vous avez des questions ? Non, pas de questions. Est-ce qu'en ligne, on a des questions ? Une question pour la tontine. En fait, comment vous communiquez, comment les gens savent que vous existez, comment ça s'organise concrètement ? Alors, oui, aujourd'hui, l'application n'est pas encore disponible. Elle va être en bêta test au mois d'avril. Et autrement, on communique principalement sur LinkedIn et Instagram. Et on est aussi, on travaille énormément avec des associations qui sont orientées diaspora. Parce que notre niche, comme tu disais, c'est la diaspora africaine, et qu'on veut aller les chercher en leur proposant un outil qui dématérialise en fait quelque chose dont ils ont l'habitude, donc la tontine. Et en fait, de formaliser une relation qui était jusqu'à maintenant basée sur l'engagement moral, pour parler de la tontine. Je vais reprendre aussi la question pour moi, si tu veux bien, Maximilien, pour une simple et bonne raison, c'est que vous imaginez bien que les déficients visuels, quand on leur fait une grosse campagne visuelle, ils vont pas du tout être sensibles à ce genre de communication. Si on leur met une superbe photo, un super photo wall ou un truc comme ça, ça va pas du tout les impacter. Et donc, du coup, nous, grâce à Finance Innovation, on va travailler avec Saatchi & Saatchi sur la communication. Et donc, on innove aussi sur le plan de la communication pour pouvoir faire de l'acquisition client et communiquer avec cette population. Par exemple, quand vous regardez un film sur la télévision, vous avez deux possibilités maintenant, soit de faire de l'audio-description en sous-titrage pour les personnes déficientes auditives, comme moi, par exemple. Moi, je mets tout le temps du sous-titrage. C'est génial, je peux couper le son comme ça et je réveille personne. Soit, en fait, il y a aussi de l'audio-description, mais pour les personnes déficientes visuelles. Et là, en fait, on a un canal qui est dingue, c'est que si vous regardez les publicités au moment où vous regardez un film et que vous avez activé ce genre de service, il n'y a plus rien. Donc, même les publicités audiovisuelles ne sont pas audio-décrites pour les déficients visuels. Et du coup, avec Saatchi, on travaille sur le fait de mettre directement dans l'audio-description qui est parlée pour les personnes déficientes visuelles, d'écrire une publicité qui sera celle de Handsome à travers cette régie-là qui, aujourd'hui, n'existe absolument pas. Et on sera peut-être les premiers à le faire. Donc, grâce au partenariat avec Saatchi & Saatchi, on va peut-être réussir à faire un truc encore innovant. Mais
faut penser à innover, il faut penser à faire des nouvelles en fait, possibilités. Et il y en a encore des multitudes qui ne sont pas du tout exploitées. On pense tous on pense aux canaux de communication qui existent aujourd'hui, mais en fait, il y en a d'autres qui peuvent être développés à travers ce qui existe. Merci. Tu peux nous décrire un peu tes communautés les plus importantes, déficients visuels, déficients auditifs, quelles sont les communautés les plus importantes? Oui, bien sûr. Alors, dans le monde du handicap en France, en fait, sur les plus pessimistes, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap. Pour donner un chiffre très parlant, en fait, on pense souvent des personnes handicapées, des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et les personnes en fauteuil roulant, en fait, ne représentent que 800 000 personnes. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 12 millions de personnes. Sur le reste, après, on a 2 en fait. Donc, du coup, on va monter à 3 qui sont donc déficients visuels. Donc, 2 millions de personnes, 2 millions de personnes déficientes visuelles. Et on a 5 millions après derrière qui sont déficientes auditives. Et on a toute typologie de déficience auditive. On peut être du sourd au muet, et là, il y en a 300 000 en France, à déficience auditive moyenne, comme moi je le suis, où je peux m'exprimer avec vous en portant des prothèses auditives. Donc, c'est comme la déficience visuelle. On peut être aveugle, et là, ils sont 250 000, non, ils sont, pardon, 750 000 déficients visuels aveugles purs et durs. Et après, on a toute typologie de déficience visuelle. On a les glaucomes, on a la DMLA, on a en fait une panorama en fait, de typologie de déficience visuelle. En tout, par exemple, une personne qui peut être née avec un bec de lièvre, ça se rappelle ce qu'on appelle une déficience, on va dire, esthétique. C'est un handicap esthétique, et donc il peut être considéré comme handicapé. Après, il y a 2 définitions de handicap en France et dans le monde. Il y a le handicap dans le monde professionnel et il y a le handicap dans le monde civil. Dans le handicap du monde professionnel, par exemple, une femme qui a un cancer et qui doit donc adapter son temps de travail pour pouvoir en fait faire face à sa chimio, va être considérée comme une personne en situation de handicap temporaire, le temps qu'elle se soigne, le temps qu'elle puisse aller voir les médecins, le temps qu'elle puisse prendre le temps et d'adapter son temps de travail, le temps de son traitement. Encore une autre forme de handicap professionnel, c'est par exemple, on va prendre pour mettre de la parité un homme coiffeur qui est allergique à la laque. S'il est coiffeur allergique à la laque, donc il a une forme de handicap parce qu'il ne peut pas exercer son activité de coiffeur. Et donc, le temps qu'il soit réinséré professionnellement dans une autre activité, il aura sa reconnaissance de handicap temporellement parlant. Dans la définition civile, ça va être tout ce qui est en difficulté d'accès à la communication globale, c'est-à-dire accès au magasin, accès à la communication avec vous, ou voilà, ça va être un peu plus large. Et là, dans le handicap civil, il y a une forte discrimination qui est faite en la matière, puisque les accès au crédit sont surcotés. Par exemple, vous avez en fait, quand vous accédez au crédit, en fait, des assurances qui sont associées à l'emprunt. Et quand vous prenez l'assurance, en général, vous avez des questions liées à votre santé, et donc ils se réfèrent après, en fonction des maladies que vous pouvez avoir, à ce qu'on appelle un référentiel auprès de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et chaque typologie de maladie est cotée. Sauf que le handicap n'est pas vraiment considéré comme une maladie, mais est référencé dans l'OMS et ainsi de suite. Il y a une ambiguïté très forte. Du coup, les banques mettent la cote maximale, parce qu'il n'y a pas de cote, donc ils sont libres de mettre la cote qu'ils veulent, maximale, si on se déclare handicapé et qu'on va prendre un crédit dans une banque. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a là-dessus. C'était par rapport justement à votre approche, à vos propos concernant le fait que les personnes n'avaient marre d'attendre. De poser savoir, et pour les personnes qui ont des situations dans lesquelles ils sont dans un cadre juridique, dans un régime de tutelle par exemple, comment est-ce que vous traitez ces cas-là? Alors, les cas de tutelle, on va dire que techniquement, ça ressemble un petit peu à un compte bancaire qu'on pourrait donner à un adolescent, puisque finalement, l'adolescent est mis sous tutelle du parent et le parent a un contrôle sur le compte de l'adolescent ou de son enfant. Sauf que la mise sous tutelle en France dépend des services juridiques, donc de la justice, et il existe 39 cadres juridiques différents de mise sous tutelle, et dans chaque cadre de mise sous tutelle, il y a des spécificités différentes, etc., qui vont venir complexifier un petit peu cette mise à disposition d'un compte bancaire pour une personne mise sous tutelle. On y travaille beaucoup dessus en ce moment parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Il y a à peu près plus de 600 000 personnes qui sont sous tutelle en France, et donc on tient vraiment à pouvoir adresser. Ça fait partie des typologies de handicap, et on va tenir à essayer d'adresser ça. Et c'est vraiment très, très juridique. C'est absolument pas technique, c'est très juridique. Cette population-là,
elle a deux façons de les adresser ou de communiquer avec eux, soit en passant par des résidences de mise sous tutelle, et il y en a énormément, par exemple ce qu'on appelle des établissements en fait pour l'éducation scolaire de ces adultes-là mis sous tutelle, soit en fait on passe à travers des associations, toujours dans ce milieu du handicap, les associations sont très présentes, soit on passe directement par les parents, et encore les parents, quand ils ont un enfant sous tutelle, c'est pas forcément le parent qui l'a sous tutelle, ça peut être aussi le frère, la sœur, en fait, qui peut l'avoir sous tutelle. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule association pour ces personnes-là, c'est Persneige, avec Rino Ventura, j'ai pas écorché son nom, c'est bon. Et donc, du coup, qui a une association là-dessus, qui permet en fait, parce que la plus grosse crainte des parents qui ont des enfants qui sont tutelle, par exemple trisomie 21, on voit les cafés joyeux qui poussent comme des petits pains un peu partout, et c'est génialissime. Il y en a d'autres qui suivent un peu la mouvance, on voit d'autres organisations comme Carrefour, etc., qui essayent d'embaucher aussi ces personnes-là. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne peuvent pas le dépenser. Donc, en effet, il leur faut des comptes un petit peu là-dessus, où ils sont sous tutelle. Et donc, en fait, la plus grosse crainte de ces parents, c'est en fait qu'est-ce qui va leur arriver de leur argent ou de la mise à disposition de leur argent à cette population-là, à ces enfants qui sont sous tutelle et qui n'ont pas en fait le dernier mot sur leur compte. Et il y a énormément de détournement d'argent qui est fait derrière, comme sur les seniors ou les personnes en fait âgées. Et donc, du coup, il y a toute une organisation à essayer de mettre en place pour non seulement leur donner un accès bancaire, mais leur sécuriser aussi leurs finances en fonction de ce qui avait été mandaté par les parents de leur vivant. Excusez-moi, c'est s'agissant de la tontine. En fait, dans votre processus de digitalisation de la tontine, est-ce que vous souhaitez formaliser les engagements qui, avant ça, étaient basés juste sur l'engagement moral? Vous souhaitez les contractualiser, c'est ça? Oui, c'est ça. À travers votre plateforme. Oui, exactement. Aujourd'hui, les personnes qui ont eu l'habitude de faire des tontines et qui ont arrêté, c'est parce qu'il y a un manque de confiance, même entre proches d'ailleurs, et la sécurité d'un contrat signé entre les participants, finalement, les encourage à faire perdurer ce modèle. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment de durée minimale, mais c'est mensuel. En fait, les cotisations sont mensuelles. Et après, c'est en fonction du nombre de personnes qui font partie de la tontine. Oui. Alors, il y a pas mal d'acteurs qui se lancent. Je ne suis pas la seule, je n'ai pas innové, je n'ai pas inventé le principe, mais il y a un vrai besoin de digitaliser ce format-là. Après, voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais finalement, en fait, ça revient à faire une cagnotte, mais une cagnotte rotative, quoi. Donc aujourd'hui, les cagnottes, ça marche énormément. Mais ce principe de donnant-donnant et vraiment s'entraider est moins présent, bien que les personnes sont très réceptives par rapport à ça. Pas mal de questions dans le chat, je résume, il y a deux questions. C'est comment vous gérez le risque de non-paiement de la tontine, enfin, le pre-riding, en gros. Tout le monde a payé, puis moi, ça va le payer, je ne paye pas. Et est-ce qu'il faut des agréments pour faire ce que vous faites? Oui, alors justement, c'est le principal challenge dans ce projet-là. Alors, quand on formalise en fait par un contrat la tontine, ça revient à du prêt entre particuliers, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est du prêt entre particuliers. Donc, les personnes qui intègrent une tontine, la première personne qui empoche la tontine, finalement, devra le montant à chaque participant. Et le contrat qui est signé est une reconnaissance de dette. Donc, si la personne se retrouve insolvable, elle a un document qui justifie de ce qu'elle doit, et les autres participants peuvent se retourner du coup contre cette personne pour récupérer les sous. Et l'autre question? Oui, alors MyTontine est intermédiaire en financement participatif. Donc, on peut être même conseiller en financement participatif. Ce qu'on a préféré pour MyTontine, c'est être intermédiaire, donc ne pas encaisser les fonds d'un tiers. Ça demande beaucoup plus d'investissement. On préfère passer par un prestataire de services de paiement qui a du coup ces agréments-là auprès de l'AMF. Quel est votre modèle de rentabilité sur les services? Du fait qu'en
modèle où il n'y a pas d'intérêt. Mm. On est uniquement dans un prix à titre gratuit. Alors comment est-ce qu'on fait ce service-là, on peut se rémunérer? Oui, alors le business model de MyTontine, il sera sous forme de ticket d'entrée pour intégrer une tontine. Donc, payer un droit d'entrée pour pouvoir gérer sa tontine sur l'application ou bien d'un abonnement annuel, tout simplement. Et en fait, on paye finalement le service, l'outil digital. Très bien. Ben, merci pour votre attention. On va clôturer cette table ronde. Encore merci à vous deux d'avoir participé.